mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Merci d'être là, toujours fidèle à notre programme du Bonjour d'Algérie et surtout fidèle à nos programmes de Canal Algérie. Nous sommes donc le jeudi 14 juin. Nous serons ensemble jusqu'à 10h30 avec nos invités, des thématiques tout à fait intéressantes. Nous allons aussi recevoir Aïda Mchri, comme chaque jeudi matin. Aujourd'hui, elle nous parlera de l'importance de la fête donc, pour les enfants et surtout la fête de l'Aïd qui, bien sûr, est à nos portes, bien sûr, Inch'Allah. Alors, nous aurons également Ahmed Grigarsen qui viendra nous parler de Zakat al-Fitr. Grigarsen, qui est donc le directeur de la culture islamique au ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Il viendra nous parler aussi de l'observation du croissant. En tout cas, il nous en dira plus tout à l'heure sur notre plateau. Nous parlerons également santé avec nos invités, avec le président de la Fédération des donneurs de sang et bien sûr le représentant de l'agence de sang pour nous parler de cette opération et surtout de la journée maghrébine des donneurs de sang. Ils ont fait aussi une opération qu'on n'a pas trop médiatisée dans Bonjour d'Algérie, mais en tout cas qui a très bien marché. On en parlera tout à l'heure. La collecte de sang au niveau donc des mosquées en soirée, bien sûr, avec les soirées de Tarawih. Nous allons également recevoir un chercheur et pas des moindres, un chercheur qui évolue un petit peu partout à travers le monde et lui qui est spécialisé dans la neurochirurgie et surtout donc le chercheur en neurotechnologie viendra nous parler donc de ce domaine médical, mais pas que, puisqu'il est aussi passionné d'audiovisuel et il s'est engagé dans une noble cause, celle donc de diffuser et surtout de travailler dans les documentaires engagés. Il viendra nous parler de cette double passion. On terminera aussi l'émission avec aussi un artiste qui nous vient de France, de Paris notamment, et lui qui viendra nous parler de son tout dernier album et surtout sa venue en Algérie pour faire des galas ici en Algérie. Il nous parlera aussi de ses hommages, surtout l'hommage qu'il rendra donc à Matoub Lounès, la yarhamou. Voilà, c'est un programme en tout cas très alléchant et j'espère que vous allez apprécier notre programme ce matin et rester à la fin jusqu'à 10h30. Voilà, on va commencer tout de suite avec les nouvelles du ciel. Mina Abed est parmi nous pour nous les présenter. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Mobilis, partout avec vous. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Alors, il va faire beau aujourd'hui et demain, c'est très important. On va savoir le temps qu'il va faire, cette fin de semaine surtout. Beau et chaud. Très bien. Ouais. On vous écoute. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour et très bon réveil, effectivement. Aujourd'hui, on sera un petit peu de brume en cette début de matinée sur l'ensemble des régions côtières et puis beaucoup de soleil tout au long de cette journée. On notera quelques petits nuages, mais pas grand-chose, notamment sur les reliefs intérieurs avec possibilité de quelques faibles pluies sur les Aurès. Sur la partie sud, le ciel restera voilé, parfois nuageux, notamment sur le sud-ouest, l'extrême sud, le Hogar et le Tassili et le Sahara oriental. Les températures de cet après-midi, eh bien, ça commence à augmenter petit à petit avec sur la moitié nord 30 degrés, à Tiel 31 degrés à Tlemcen, 29 degrés à Alger, Oran, 26 à Annaba, 35 degrés à Ardaya, 36 à Béchar ainsi qu'à Tindouf, 43 degrés à Darar, 46 à Ain Salah et enfin 47 degrés, ce sera la maximale à Borj, Badi Moukhtar et Nkazam. On passe tout de suite à l'Europe pour aujourd'hui. Eh bien, le ciel restera plutôt couvert à Paris, Berne. On notera des averses à Bordeaux, Londres, Dublin. Un ciel dégagé à Marseille ainsi qu'à Berlin, Varsovie, Bucarest, Athènes. Côté Mercure, on notera 17 degrés à Oslo, 18 à Helsinki, 26 à Varsovie, 23 degrés à Berlin, 21 degrés à Berne, 26 à Rome, 22 à Paris, 21 à Londres et enfin 27 degrés à Marseille. Place tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les www.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. Vous avez suivi l'air du temps avec Mobilis. Mobilis, partout avec vous. Merci beaucoup Mina. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée. Et puis ça a aidé puisqu'on ne vous verra pas. On se verra pas. Demain, ni après-demain. Inch'Allah, vous n'avez pas des vœux à formuler avant de partir? Mais écoutez, je souhaite une très bonne fête à tous les Algériens, à tous les musulmans et surtout à ma petite maman. Voilà, Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup Mina. Merci à vous. Et bonne journée à vous. Et puis, on va vous offrir une belle chanson pour partir. Je sais que vous l'aimez bien. Samira Brahmia. Oui. Belle voix. Beaucoup. Et je sais que le téléspectateur aussi va apprécier. Samira Brahmia, on se retrouve juste après.
حبابي مشي مع ويدي هضر لو كان عيني ما دمعت من اللي صار قلبي فاض ورام جابوا الاخبار مرسول من عند الحبيب جاني قهايا يا ويا حبابي وما بقى لي صبور غزالي راح اقطع البحور ودى حياتي معاه خلاني بلا نور بقيت عوام في كاس المور ويا حبابي مشي مع وايدي هضار لو كان عيني ما دمعت من اللي صار قلبي فاض ورام جابوا الاخبار مرسول من عند الحبيب جاني قهار ويا حبابي وما بقى لي صبور غزالي راح اقطع البحور ودى حياتي معاه خلاني بلا نور بقيت عوام في كاس المور دهشة جنية ولا سحورها لا 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 ويا مولانا سلك قلبي راه محتار وما بقى في دهشة جنية ولا سحورها لا 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 ويا مولانا سلك قلبي راه محتار عدت ايام الليالي لسنين تدور وقلبي ما زال ديما محتار في منامي جات هي باهية وتنور عيونها ضوات في ظلام الليل خدودها حامية شمعة ألف صحراء ودموع تسيل مثل المطار لياه مشات على شواربها وتفور الشاعر يقول صحراء ولا جنية ولا سحورها لا 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 ويا مولانا سلك قلبي راه محتار وما بقات لي دهشة جنية ولا سحورها لا 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 ويا مولانا سلك قلبي راه محتار ويا نجوم الطاوية Alors, on parlait de Samira Brahmiya avec Haïda, une belle voix, et on lui souhaite en tout cas toujours autant de succès. Inch'Allah, on aura bientôt l'occasion de la recevoir, pourquoi pas, si elle fait un passage, surtout cet été à Alger. Eh bien, Haïda est là. Bonjour Haïda. Bonjour Amel. Comment ça va? Très bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. On va parler psychologie et surtout on va parler donc de l'approche des fêtes et surtout Eid al-Fitr qui est une fête très importante pour les enfants, pour les familles aussi. Ça resserre les liens et on va parler de tout cela, n'est-ce pas? Et comment, moi, ce que j'aime dans cette rubrique, c'est un tout petit peu comment on pourra parler de l'événement, notre vécu, le quotidien, avec une graine comme ça de théorie, avec quelque chose qui pourra être comme référence ou pilier, comme quelque chose qui pourra attirer notre attention. Une théorie scientifique, bien sûr, appuyée par nos traditions, nos coutumes. Absolument. Et puis j'ai envie juste de dire entre parenthèses que la psychologie, c'est aussi un savoir-faire, c'est beaucoup, c'est un apprentissage, mais aussi ça beaucoup fait, de nos ça parents. se fait naturellement, ça se fait de manière innée, mais encore une fois, il faut surveiller, il faut faire attention. C'est ça. Aux dérapages, aux dérives aussi Voilà, de la vie.
Tout à fait. Juste pour savoir comment on pourra rebondir avec moins de séquelles, avec moins de dangers, moins de situations difficiles. Sans oublier que dans les traditions, il y a aussi, chose très importante, la transmission. Ah, et comment? Ça, je crois que juste cette phrase, c'est toute une théorie. Hein? Oui. Il y a comment on est déjà dans la transmission, qu'on le veuille ou pas, mais à quel point on peut transmettre les bonnes choses, les rituels, ces traditions, cette identité qui passe d'une génération à l'autre, et à quel point, voilà, on peut dire ça c'est pas important, le quotidien de notre vie, le modernisme, il y a quelque chose quand même qui nous bouffe et on n'a pas le temps pour ça. Tout s'accélère à une vitesse. Je crois qu'il y a quelque chose quand même qui nous arrête aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui nous regroupe aujourd'hui autour d'un événement quand même majeur, très important dans notre société, dans notre culture. Il faut à tout prix saisir ces moments, ces occasions pour vraiment laisser une empreinte, mais aussi permettre à nos enfants de continuer à leur tour, de vivre ce que nous, parents, on a vécu enfant. Donc il y a quelque chose quand même de transmis comme ça, là où il me semble qu'aujourd'hui, on prend la coquille, c'est le contexte, mais on a laissé un tout petit peu le fond. Voilà. C'est comme si que l'Aïd, c'est un peu les gâteaux, la tenue, c'est un peu tout ça. C'est ce que j'allais dire. Alors c'est une fête religieuse, une fête donc aussi avec beaucoup de sens, de messages, messages de pardon, messages aussi de partage, de solidarité, d'entraide. Mais aussi il y a donc cette culture. Il ne faudrait pas verser vers tout ce qui est païen et rester bien sûr sur ces valeurs spirituelles. C'est très important. Il me semble avoir une table bien garnie, une porte fermée comme ça, là où on est bien habillé face à la télé. C'est vraiment un pas. Mais l'extraordinaire dans la fête, c'est de pouvoir vivre le partage et de pouvoir vraiment exprimer émotion et de pouvoir permettre à nos enfants de vivre réellement les événements. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas tâcher, ne pas déchirer, ne pas salir un tout petit peu la tenue. La tenue, elle est là pour que l'enfant puisse rêver, pour que l'enfant puisse vraiment se projeter. Elle est là pour lui offrir quelque chose qui pourra vraiment lui permettre d'être beau comme ça, on a tous été enfants. Cette image. Voilà. Oui, on a tous été enfants dans notre vie. Et moi, ça me rappelle que quand on était jeune, on adorait aller visiter bien sûr la famille et aller chez les tantes, les oncles, etc. Et bien sûr manger les gâteaux. Les tables étaient pleines de gâteaux et c'était l'occasion, tout était permis. Donc voilà. Tout à fait, tout à fait. N'oublions pas qu'il y avait le gain d'argent aussi. Hein, la petite monnaie. Ouais, la petite monnaie qu'aujourd'hui, ça a commencé à diminuer un tout petit peu avec les objets cadeaux. Et beaucoup sont contre. Il y a certains qui sont contre. Il ne faut pas donner de l'argent aux enfants, etc. Donc, c'est des avis qui divergent. Voilà. Et probablement, aujourd'hui, on dit, si même on ne tient pas compte ou tout ce qui est passé avec nos rituels, c'est quelque chose qui ne pourra pas arranger notre famille aujourd'hui, on peut instaurer quelque chose qui pourra rester ou être un repère aujourd'hui. C'est qu'inventer quelque chose, inventer des activités, inventer quelque chose qui pourra aider nos enfants, si on garde dans l'image de l'enfant, qui pourra lui offrir un cadre festif, un cadre là où il pourra vivre la joie collective. Et je ne sais pas pourquoi j'ai envie quand même de m'arrêter là, juste pour dire qu'il y en a beaucoup aussi qui ne s'inscrivent pas dans ces événements. C'est des personnes qui sont dans un état dépressif où ils sont dans leur coquille, dans leur monde. Il y en a beaucoup qui s'isolent, qui sont leur mode de vie, ils ont leur coin, territoire, tout ça, tout en respectant leur nature et leur mode de vie, tout ça. Mais il y a quelque chose peut-être qu'il faut vraiment solliciter. Il y a quelque chose qu'on pourra motiver chez ces personnes pour qu'ils puissent vraiment faire le pas pour sortir un tout petit peu de ça et puis s'inscrire dans quelque chose qui pourra les arranger. Pas au modèle de tout le monde, mais il y a quelque chose aussi qui permet à travers ces petits événements et à travers ces rencontres d'accrocher quelque chose qui pourra être de l'ordre de la joie. Comment on pourra vraiment aujourd'hui oublier quelque chose qui est du stress du quotidien, qui peut être aussi un
événement traumatique, qui peut être aussi un événement de perte. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui... Oui, tout ça. Aujourd'hui, il me semble que si on parle de la fête, de ce qu'on peut faire, donner, transmettre, c'est extraordinaire. Mais il y a des familles aussi qui ont perdu des personnes chères, là où il y a des tables avec des places vides. Il y a une joie qui était là. C'est très difficile justement de vivre ces souvenirs parce qu'il y a des souvenirs qui remontent et puis bien sûr il y a ce manque qui ne va pas être comblé. C'est très difficile. Moi je dirais c'est là où les personnes peuvent s'accrocher pour mieux permettre aux enfants, à ceux qui ne sont pas directement liés, à vivre quelque chose. Ça sert absolument à rien de rater un événement comme ça parce qu'on est endeuillé, parce qu'on ne peut pas, parce que c'est trop lourd, parce que c'est un état, c'est difficile. C'est pourquoi il est recommandé donc d'aller rendre visite, de sortir, d'accueillir chez soi aussi de la famille, des amis. Moi, je dirais faire un pas qui va avec chaque personne. Moi, je dirais, c'est suivre un tout petit peu les capacités, les conditions de chacun pour vraiment pouvoir offrir quelque chose. Mais être dans le don, être dans la générosité, être dans l'échange, permettre à l'autre d'offrir, permettre à l'autre de venir, c'est s'ouvrir un tout petit peu pour pouvoir vivre l'émotion et pour pouvoir vraiment vivre l'événement. Mais la fête en elle-même est très euphorisante. Hein. Quand on dit l'Aïd, c'est tout le monde qui est joyeux, tout le monde est content, tout le monde appelle tout le monde, etc. Bien sûr, quand ils arrivent à faire le pas et surtout essayer de faire l'effort, d'aller vers l'autre. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que d'un côté, il y a des familles. Il y a quelquefois des mésententes, mais certaines personnes qui sont très fortes arrivent au-delà. À faire plus fort. Moi, j'ai envie aussi de souligner quelque chose de très important. Il y a des gens en conflit, il y a des séparations, il y a des couples qui se déchirent, il y a des enfants qui souffrent énormément de conflits familiaux. Hein. Là, ils ne peuvent pas voir les grands-parents parce que voilà, il y a quelque chose. Ces histoires, ce n'est pas rien du tout. C'est énorme. On travaille vraiment sur cette relation, comment vraiment renouer ces liens, permettre à nos enfants d'apprendre quelque chose. Mais vraiment, ne pas les laisser comme ça démunis, c'est des armes pour le futur. C'est quelque chose qui va nourrir un tout petit peu leur souvenir, leur passé, c'est leur identité. Les priver de tout ça, c'est vraiment les dénuder de tout ce qui peut être culturel fort dans leur personnalité comme ça. Et il me semble qu'aujourd'hui, il faut travailler ça, dépasser ça. Il faut permettre à l'autre de vraiment soigner ses souffrances. Ça ne sert absolument à rien de transmettre la souffrance et puis voilà, de se déchirer. La haine. Voilà, ça reste, c'est comme une boule de neige, l'effet de boule de neige, ça augmente dans le temps et puis ça déchire et puis ça peut aussi bouleverser d'autres personnes. On sait que par exemple à l'époque, il n'y avait peut-être pas autant de moyens de transport que maintenant, les gens n'avaient pas tous donc des voitures et pourtant ils se déplaçaient, ils allaient voir les familles, donc dans des régions très lointaines, éloignées. Et par exemple, notre communauté à l'étranger également n'ont pas toute leur famille autour d'elle et pourtant ils sont là avec bien sûr les liens familiaux par téléphone, des SMS, etc. La télévision aussi qui les accompagne, qui leur font passer quelques moments comme ça de joie. Et il me semble que, voilà, si on parle de ceux qui habitent de l'autre côté de la rive, ils ont bien compris qu'il s'agit d'atmosphère, il s'agit d'un contexte, il s'agit vraiment d'une organisation. Il y a quelque chose aussi de très chaleureux de l'intérieur. C'est vraiment de l'énergie humaine. C'est quelque chose qui se transmet. Alors, gardons ça. Moi, je dirais que ça, c'est primordial. C'est ce qui nourrit nos liens. C'est ce qui permet aussi aux familles de continuer, de se projeter dans le temps. Et puis, n'oublions pas aussi qu'il y a des familles qui n'ont pas cette chance, qui n'ont pas ce cadre. Si on revient un tout petit peu, cette matinée, on discutait des orphelins, des enfants en souffrance, endeuillés. Mais voilà, ce n'est pas vivre une douleur avancée, mais c'est vraiment perdre tout un contexte, perdre une famille. C'est être déchiré dans ce qu'ils sont, eux, et quelle place ils pourront se... C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'opérations, on les a médiatisées, on en a parlé, il y a eu des associations qui ont fait un travail extraordinaire, il y a le ministère de la Solidarité aussi, qui ont travaillé tout ce mois, et même avant, et même toute l'année, mais plus ce mois de Ramadan, envers surtout cette frange de la société, ces enfants orphelins. Mais c'est vrai que la douleur est plus profonde. C'est-à-dire qu'une fois que la fête est finie,
vie, peut-être que la souffrance reste encore plus profondément. Oui. Et c'est pour ça que probablement il faut savoir accompagner ces gens en dehors, bien sûr. On aura tout un chapitre avec vous. Tout à fait, avec plaisir, plaisir. Parce que il me semble que là où on pourra vraiment apporter ou éclaircir un tout petit peu toute une démarche qui pourra aider quelqu'un qui souffre en douceur, en silence, et lui permettre juste de placer une parole, comment on pourra vraiment le projeter pour qu'il puisse à son tour trouver ses ailes pour voler plus haut et pour exister, pour vraiment avoir son propre langage. Propre personnalité. Tout à fait. Et il me semble que c'est là où j'inviterai les gens, mais je ne sais pas pourquoi je le dis comme ça, tout en respectant bien sûr la vie, le contexte de chacun, à vivre la différence comme une richesse. Il n'est pas comme moi, où la différence dans les régions, la culture, ou si on parle des mariages mixtes, ou cette différence peut nuire, peut tuer un en face de l'autre, mais si on vivait ça comme une richesse et avoir la chance de vivre deux manières différentes de fêter, deux manières d'organiser une table, deux manières de préparer les gâteaux, deux manières, cette différence fait une richesse et donne encore plus d'énergie à nos enfants, et puis ça nous permet aussi de projeter un peu plus haut, plus fort. Voilà, on aura l'occasion de développer tout cela, Inch'Allah, à travers nos prochaines rubriques, et jeudi prochain notamment. On reviendra bien sûr avec cette thématique. Sinon, vos vœux, Aïda? Moi je dirais Sahaïdkoum pour tout le monde. Je vais commencer par l'équipe qui m'entoure là. Je dirais toute l'équipe de Bonjour d'Algérie, Faiza Wadi, Amal Alvi, la réalisatrice, tout le monde est là. Je vous souhaite Eid Moubarak, mais aussi mes collègues du travail, de l'organe national. Je les félicite pour la fête de l'Aïd. À leur tête, Madame Myriam Chourfi, que je salue. Je leur souhaite beaucoup de courage. Aujourd'hui, ils sont sur le terrain, ils travaillent énormément auprès des enfants, tout ça. Si on parlait de ces enfants, voilà, ils sont sur le terrain. Combat, voilà. Tout à fait, un combat qui ne s'arrête pas. Je dirais Sahaïdhom, Sahaïd l'ouled, tout le monde, comme ça, ceux qu'on a rencontrés, ceux avec qui on partage notre joie. Et puis, auquel vous avez rendu le sourire, je suppose. J'espère donner encore et pouvoir être à la hauteur aussi, mais aussi mes enfants, ma famille, la grande famille. Et ben en tout cas, Sahaïdkoum, Sahaïdek Aïda. Et puis, à la semaine prochaine, Inch'Allah. Et les gâteaux, vous avez fait? Ah oui, c'est bouclé. Et bien, on va voir justement comment est-ce que les habitants de la Casbah se sont affairés à préparer les gâteaux, tout dans la pure tradition, bien sûr, des Kasbadji. On se retrouve juste après avec ce reportage de Samia Bouharour. Peu de temps nous sépare de Eid el-Fitr. Ici, à la Casbah d'Alger, le calme envahit les lieux, sauf quelques bambins qui jouent et animent ces ruelles. L'ambiance qui précédait l'Eid avait un charme particulier, loin de ce que nous vivons de nos jours. كنا حنا تحت في القصبه في لارين فيسان كانوا الجيران ديالنا زمان انا ما نتفاهمش بنا حنا الشيخ واش يحكي لنا والعجوز واش تحكي لنا كانوا يزوقوا كنا حالات كنا صغار باك المحاره شري هادي يجي الوالدين الحوايج هادو هما هنا. والجامع وين يصلوا بزاف؟ الجامع الكثر يصلوا هنا في سيدي رمضان والبلبراني هذا الفوقه جامع السنطار. Derrière ces murs, l'odeur de l'eau de fleurs d'oranger au mazhar, la cannelle ou encore les amandes grillées embaument les lieux. La Casbah résiste et s'accroche à ses traditions, comme ici à Sidi Ramadan, le cœur de la Casbah, où les gâteaux traditionnels gardent leur cachet authentique. حلوتنا تاع الزمان هي بصح احنا عندنا هنايا في القصبه هي حلوتنا شارك العليان مقروط العسل الصمصه الطابه حلوه تاع غريبيه. Ces gâteaux traditionnels sont les pièces maîtresses le jour de l'Eid. Ici, dans cette pâtisserie traditionnelle, pas de repos, on travaille de jour comme de nuit. نساو يخدموا خدامين سبيطار الحومه منا هذا ايقابها وخلاص هذا ما كان نفرحوا كاع الناس ونفرحوا حنا ثاني وصحايد تشارك العليان اللي صاب لي حلوه الطابع الغريبيه بقلاوه كيكعات مسكرين تشارك مسكر والعرايش ودوكا نكمل هادو نبدا معطلين. Eid el-Fitr arrive à grands pas au bonheur de ces enfants impatients de porter leurs plus beaux vêtements. باسكت وسروال وتريكو. شكون خيط الحوايج انت ولا ماما؟ De انا.
retour sur le plateau. Et bien voilà, c'est l'innocence des enfants qu'on a pu voir à travers aussi ce dernier passage des enfants. On va parler bien sûr de l'observation du croissant lunaire, mais aussi de Zakat al-Fitr. C'est important bien sûr de parler de Zakat al-Fitr à la fin bien sûr du mois sacré de Ramadan. On arrive pour en parler avec Ahmed Grigarsen qui nous a accompagnés tout au long de ce mois sacré de Ramadan, qu'on retrouve avec grand plaisir. Bonjour. Bonjour, merci à vous, merci pour l'invitation. Comment ça va? Très bien. On était donc habitués à vous recevoir donc le mardi et le vendredi. Et le vendredi, exactement. Avec Mahrez. Donc à chaque fois pour évoquer et un Radia, chercheur. bah oui, Radia, bien sûr. J'ai dit le mardi avec Radia. Et le vendredi avec Mahrez pour parler bien entendu des savants qui nous ont, des savants algériens. Vous nous avez très bien accompagnés à chaque fois à travers un savant, peu de lumière, un religieux, un soufi, des chercheurs, des artistes, oui. Exactement. Des artistes qui nous ont accompagnés et qui nous ont ravis à travers cette description que vous leur avez faite. Eh bien, aujourd'hui, c'est Zakat al-Fitr que vous allez donc évoquer ce matin pour les téléspectateurs. Oui. On se dit que le ramadan est terminé, c'est bon, donc ceux qui ont été pieux vont arrêter de l'être, ceux qui ont fait un effort sur eux-mêmes, donc on a fait les prières, on a fait tarawih, mais c'est peut-être, le ramadan est peut-être terminé, mais c'est pas fini, parce que c'est ça la sagesse du message de l'islam, c'est que oui, quand on est préparé, quand on s'est entraîné, il faut continuer, il faut rester sur la lancée. Et là, Zakat al-Fitr, c'est le pont qui va faire la jonction entre un mois sacré et le retour vers une vie ordinaire. Donc, c'est un dernier effort qui nous est demandé de faire. Et cet effort, ce n'est plus un effort physique tel qu'il nous a été demandé de le faire pendant le mois du Ramadan, c'est un effort matériel. Donc on donne et on partage. C'est ça le message de Zakat al-Fitr, c'est le partage. Justement, le message du prophète, il dit « Arnouhum anis su'al » Donc, il faut leur éviter de demander la charité pendant le jour de l'Fitr. Donc, parlons des pauvres, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, c'est quelque chose de très important. C'est aussi symbolique, parce que ce qu'on va offrir n'est pas quelque chose... On ne va pas les enrichir. Somme, non. C'est vraiment symbolique. C'est symbolique. On va donner une petite somme à ces pauvres pour essayer de les réconforter, de les aider à passer une belle journée, une bonne journée avec leurs enfants, avec leur famille. Donc, pour Zakat al-Fitr, on sait très bien qu'il y a une tendance qui dit oui, il faut offrir quelque chose en nature. Mais ça, on va... C'était à l'époque. C'était à l'époque. Bien sûr, il y avait le troc, c'est vrai que la monnaie n'était pas très usuelle. Exactement. Donc, et nos savants, même les anciens, même les sahaba, ont commencé à dire, ça ne vient pas de nous, c'est Omar ibn al-Khattab, c'est Mu'ad ibn Jabal, deux grands sahaba, qui ont dit qu'il fallait donner Zakat al-Fitr en monnaie, en termes monétaires. En espèces, exactement. Et donc, depuis, il y a les grands madhab Abu Hanifa ou Ma'adrak, il y a quelques grands savants de notre madhab al-Maliki qui l'ont dit. Et puis, nos savants algériens, pendant fin des années 70, début des années 80, ont vu que l'intérêt général, que l'intérêt de ces pauvres, que l'intérêt de ces personnes à qui on adresse cette aumône, donc l'intérêt c'est de leur donner de l'argent, le zakat en espèces. Et depuis, ça fait maintenant 30 ans, et on voit que maintenant, il y a cette tendance est en train de primer sur les autres tendances. Même chez les plus rétrogrades des écoles musulmanes, chez les Hanbali par exemple, on trouve maintenant, il y a certains de leurs chouyours qui disent qu'on voit que l'intérêt c'est de donner le zakat en espèces. Et c'est une évolution dans leur esprit. On a vu que nous, chez nous, nos savants, le Mufti Baba Amallah le Mufti Kahoul, allaient observer la Lune au télescope à Bouzaréa, donc ça c'est pendant les années 30-50. Donc on est vraiment en avance par rapport aux autres écoles, et ça nous réconforte parce qu'ils sont en train de nous rejoindre. Donc, et ce que je disais à Aïda tout à l'heure, encore une fois, on est dans la transmission. Exactement. Donc ça se transmet de génération en génération, et faire les choses aussi dans le même principe, c'est aussi formidable. Exactement, garder justement, c'est ça l'intérêt, c'est de rester sur les fondements, les principes, mais être aussi capable d'évoluer, parce qu'il faut vivre notre époque. Il faut vivre maintenant on a par exemple les nouvelles technologies, les réseaux sociaux qui n'existaient pas il y a de cela 10-20 ans. Maintenant ils sont là, il faut qu'on s'adapte. Vous êtes en Canal Algérie, on trouve toutes vos émissions maintenant sur YouTube, et c'est bien. Vous avez formidable, votre page les nouvelles Facebook. technologies, exactement, il faut en profiter. Nous facilitent
Parce que la nature n'aime pas le vide. Si on n'occupe pas, donc il y a d'autres qui vont occuper. Mais si on a un message et on est sûr que c'est le bon message, il faut occuper. Voilà. Justement, et nous pensons que Zakat al-Fitr qu'on donne en espèces, c'est le bon message. Ça remplit l'esprit de, même si ça ne remplit pas l'instruction, la sunna en lettres, mais on est dans l'esprit. On est dans l'esprit de la sunna et c'est ça l'intérêt. Alors, on va parler surtout donc, de la somme qui a été arrêtée cette année et qui bénéficierait bien sûr de cette zakat. Oui. Donc maintenant, depuis un certain moment, zakat al-fitr et la zakat en général a été organisée en Algérie. Donc on tend de plus en plus à organiser toutes ces actions et surtout zakat. Donc maintenant il y a Sundouk Zakat. Oui, qui est vraiment, ça a été bénéfique pour beaucoup de jeunes. Je vais vous donner des chiffres. Pour beaucoup de jeunes, ça a été, depuis quelques années déjà, on observe cette opération. Et ça gagne en confiance en plus, parce que d'année en année, on voit une évolution des chiffres. Par exemple, entre 2015, où on a la collecte s'est faite, donc la collecte finale a été de 47 milliards. En 2017, on est arrivé à 56 milliards. Wow. Et j'espère qu'on va arriver à plus cette année. Donc, ça gagne en confiance, ça gagne. Pourquoi? Parce que c'est transparent. Parce que quand l'imam ouvre Sundouk Zakat, il y a tout le monde qui est là, il fait son PV. Et puis, les listes des bénéficiaires. Donc, c'est pas n'importe qui. Il faut que les gens s'inscrivent. Il y a des normes. Il y a un projet bien arrêté. Voilà, il y a un dossier à fournir. Et ces jeunes, voilà, vont pouvoir développer leur entreprise et leurs innovations. Exactement. Et on espère que du jour où ils sont receveurs de zakat, ils vont passer à être donneurs de zakat. C'est ça l'intérêt. Donc, une petite évolution qui va leur permettre de reprendre confiance en soi et d'être entrepreneur. Et ça va permettre à la société d'évoluer, bien sûr. Ça, c'est pour ce qui est donc du Sundouk Zakat. Mais Zakat al-Fitr, c'est tout à fait différent. C'est chaque foyer qui doit s'acquitter. Non, même Zakat al-Fitr, elle est dans Sundouk Zakat aussi. Donc, on a fait appel aux musulmans de verser leur zakat pendant tout le mois du Ramadan pour qu'on puisse collecter toute la somme et être capable de la remettre aux gens bénéficiaires avant l'Eid al-Fitr. Donc ces 2 derniers jours, donc en plus de l'effort que nos imams ont eu à faire pendant tout le mois du Ramadan, les prières, les fetwas et tout ça, donc ils vont faire un effort supplémentaire, donc ils vont donner d'eux-mêmes pendant les 2 derniers jours pour remettre Zakat al-Fitr aux bénéficiaires. Bénéficiaires, bien sûr, c'est le masakin ou l'amilina alayha, donc c'est des gens bien définis. Mais maintenant, on a tendance à organiser tout ça en mettant tout ça sur des listes. On a des gens qui s'inscrivent, il y a des enquêtes qui se font, il y a des dossiers à fournir. Et comme ça, les choses se font de manière claire, de manière transparence. Voilà. Et on essaie d'atteindre les gens qui méritent réellement. Alors, la somme, c'est selon les membres de la famille? Non, on donne 120 dinars pour chaque tête, comme on dit. Voilà. Pour la race. Donc, on remet pour ceux qui ont fait le Ramadan, même ceux qui sont morts pendant le mois du Ramadan et ont assisté à une partie du mois, on donne pour eux parce que si. Maintenant, si on peut donner plus, on donne plus. Parce que des fois, si on est 2 ou 3 à 120 dinars, c'est 360 dinars. Si on est capable de donner 1000 dinars, pourquoi pas? Parce que le reste, c'est insignifiant. En plus, c'est une sadaqa. Le reste, c'est une sadaqa qui est donnée pendant le mois du Ramadan. Et Allah Ta'ala nous a promis que ce qu'on donne pendant le mois du Ramadan va être multiplié pour des multiples qu'on ne connaît pas. Donc, alors, est-ce que c'est vrai qu'il faut la nommer avant de la sortir, cette zakat? La nommer peut-être dans le sens avoir niya. Il faut dire ça c'est pour l'Eid et c'est pas pour sadaqa normale. Quand on donne aux gens, maintenant si on donne dans Sundouk Zakat, c'est inscrit, il y a le titre Sundouk Zakat, bien sûr ça va pour la Zakat. Maintenant, si on donne pour la niya, quand on demande à quelqu'un d'offrir, donc en votre nom, vous dites que c'est Adil Fatra. Donc Fatra pour que les gens sachent aussi. Mais même ceux qui reçoivent le Fatra, eux aussi, s'ils ont un peu plus de moyens, s'ils sont pas des... Ils doivent. Ah d'accord. Bien sûr, parce qu'ils doivent s'acquitter de la fitra. D'accord. Parce que c'est pour ça que c'est symbolique, c'est 120 dinars. C'est bien 120 dinars, mais s'ils sont plus nombreux, ça va être encore plus cher. C'est-à-dire ils sont plus nombreux. Si par exemple ils ont une somme qui va leur être reversée et ils ont une famille nombreuse,
Ça va Maintenant, être celui qui est difficile. démuni, totalement démuni, donc s'il est démuni, il n'a rien, il ne peut pas donner de zakat, on ne va pas l'obliger. Maintenant, il rentre dans la catégorie qui peut recevoir zakat, il a fait le mois de Ramadan, il a fait carême, il a terminé, il doit verser aussi zakat. D'accord. C'est bien sûr parce que lui aussi veut que l'effort qu'il a fait soit rétribué à la Inch'Allah Yawm al-Qiyamah. Donc lui aussi est concerné par Zakat al-Fitr. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'elle est symbolique aussi. Très bien. Alors par exemple, notre communauté établie à l'étranger, pareillement, c'est la même somme? C'est pas la même somme parce qu'il faut que la somme correspond à ce que à un niveau de vie, bien sûr, parce que ce qui est peut-être donné en Algérie n'est pas ce qui est donné en Tunisie, c'est pas la même chose. Mais maintenant, nous, on préférerait que, par exemple, ça c'est un avis peut-être personnel, que nos ressortissants, quand ils payent leur zakat ou quand ils donnent, qu'ils donnent chez nous aussi. Parce qu'il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils ont des liens et que ces liens, il faut les entretenir. Il n'y a pas meilleure façon d'entretenir un lien familial que de donner de soi. Donc d'aider son prochain et d'essayer de ramener, maintenant si on est à l'aise là où on est, alhamdoulilah, maintenant il faut penser aux gens qu'on a laissés. D'accord. Alors justement, qui est bénéficiaire réellement? Est-ce qu'un voisin peut être bénéficiaire, un membre de la famille peut être bénéficiaire et lui dire voilà, je te donne la zakat al-fitr? La priorité, non, c'est pas délicat parce que le bénéficiaire, c'est bien sûr Silat Rahim, c'est quelque chose de très important et c'est l'occasion de faire Silat Rahim. Comme vous disiez avec Madame la psychologue, il faut resserrer les liens, il faut rétablir les ponts, il faut instaurer le pardon surtout. Il n'y a pas meilleure façon que d'aller retrouver quelqu'un et de lui dire que je vais vous aider, même si c'est avec une somme modique, je vous aide aussi parce que je suis sensible à votre condition, je suis sensible à votre état. Donc la priorité, c'est bien sûr les liens familiaux. Maintenant, si on se sent plus proche de son voisin, pourquoi pas le voisin? Donc c'est quelqu'un qu'on voit tous les jours, qu'on rentre. Maintenant, si on a quelqu'un, un parent qui est dans un état de détresse, peut-être qu'il a un malade dans la famille, peut-être qu'il a des dettes, maintenant bien sûr il devient prioritaire. C'est vraiment quelque chose qu'on fait avec beaucoup de conscience, qu'on fait avec beaucoup de vision, qu'on fait avec beaucoup de méditation, parce que c'est une action qui est symbolique. Il ne faut pas voir la somme, il faut voir la symbolique qui est derrière. C'est ça, exactement. Alors, il faut aussi que la Dirham al-Fitra, comme on dit, sorte le jour de l'Aïd ou même avant? Avant. Maintenant, avant. Avec Sondouk Zakat, on le fait avant pour donner l'occasion aux gens qui veillent à la distribution, on leur donne le temps de distribuer. Parce que s'ils reçoivent une somme, comme je vous ai dit, de 51 milliards, donc il faut être capable aussi d'envoyer cet argent. On dit c'est juste avant Salat al-Aïd aussi, il ne faut pas dépasser? Si on dépasse Salat al-Aïd, c'est plus une Fitra. C'est plus une zakat. En fait, ça devient une sadaqa. Et ça reste une dette. Très bien. Ça reste une dette qu'on ne peut pas payer. Donc, c'est pour ça qu'il faut veiller à faire sortir zakat al-fitr aujourd'hui même, donc cette soirée, aujourd'hui bien avant, pour s'acquitter de ce devoir. Très bien. Alors, on va aussi parler, bien entendu, aussi de la soirée. Donc, de ce soir, vous serez aussi très occupés avec Chouyour, avec tous ceux qui se sont retrouvés peut-être aussi à la veille aussi de Ramadan. Oui, ce sera la même commission. Donc, Inch'Allah, on va essayer de discuter, on va essayer de préparer. Et puis, on veillera à recevoir les fax, les rapports d'observation du croissant lunaire de toutes les wilayas d'Algérie, des représentations de l'Algérie, des représentations diplomatiques. Donc, nos ambassades vont envoyer le rapport aussi. Et c'est à la base de tout ça qu'on va déterminer si c'est demain ou pas. Alors bien sûr, le scientifique qui parle, puisque vous êtes aussi un très bon observateur des astres. Voilà, je vais changer de casquette. Là. Maintenant, le travail scientifique a été fait, donc c'est des calculs, c'est des modèles qu'on utilise. La conjonction s'est faite hier, donc je vous le dis, je ne vous le cacherai pas. Donc, la conjonction s'est faite hier à 20h44 minutes horaire d'Alger. La lune est née. Normalement, ce soir, au coucher du soleil, la lune va avoir presque 24 heures, 23 heures et quelques. Et les conditions d'observation de la lune vont être bonnes. Il fait très beau. Il fait très beau. Les conditions, même les conditions physiques, donc le moment entre le coucher du soleil et le coucher de la lune, l'angle, la séparation de la lune par rapport au soleil,
toutes ces conditions que les scientifiques vont être réunis pour qu'on puisse observer le croissant lunaire sans aucun problème. Et ces conditions vont être réunies pour une partie de la péninsule arabique, donc l'Arabie saoudite et le Yémen, toute l'Afrique et bien sûr l'Amérique et ainsi de suite. Donc normalement les conditions sont là, on serait capable de l'observer. Maintenant, si je reviens à ma formation de physicien, la théorie c'est une chose, il y a aussi l'expérience qui va déterminer si la théorie est bonne ou pas. Donc on revient à l'expérience, on revient à la condition d'observation. Il faut observer, et c'est la condition sine qua non pour déclarer le mois. La déclaration officielle du début du mois se fera par la Commission nationale du croissant. Donc c'est elle qui va siéger et décider donc sur la base des rapports, comme je vous disais, sur la base bien sûr des calculs astronomiques. Donc sur tout ça, sur toutes ces conditions, sur toutes ces considérations, on va pouvoir, Inch'Allah, Inch'Allah, on va vous observer, nous aussi, à travers notre petit écran. On va vous suivre à travers, bien sûr, cette émission spéciale et bien sûr, l'observation de l'Hilal. Ce soir, sur Canal Algérie, c'est toutes les chaînes, bien sûr, de la télévision algérienne. Ça sera à partir de... juste après le Ftor. Juste après le Ftor, à partir de Dal Imam, bien sûr. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur Rigassen. Ça a été un plaisir de vous avoir reçu ce matin, mais bien sûr, tout au long de Ramadan, avec vos différentes thématiques, des vœux peut-être à formuler Oui, moi je pense toujours aux jeunes qui vont passer leurs examens, surtout au bac, donc on leur souhaite le bon courage, on leur souhaite beaucoup d'énergie, qu'ils déstressent, donc vraiment ils ont l'occasion de déstresser pendant l'Eid Hada, donc Inch'Allah Rabbi Oufoukhom, Inch'Allah Rabbi Aounhom. Je pense aussi aux gens qui ont perdu quelqu'un de très cher cette année, donc ils ont passé un Ramadan très particulier. C'était notre cas avec Amir Reda Bistanji, on l'a perdu le mois de février et le mois a été très douloureux pour sa famille et pour nous qui étions proches à lui, sans oublier tous ceux qu'on a perdus bien avant lui ou peut-être après. Donc je pense aussi à des voisins qu'on vient de perdre. C'est des gens, c'est des moments douloureux pour l'Eid. Mais bien sûr, l'Eid, c'est pour les vivants. On vous dit Saha Eidkom, Eidkom Mubarak. Voilà, Yatik Saha, merci beaucoup. En tout cas, Saha Oulahna à vous tous. Et puis, bonne chance et bon courage pour ce soir. Merci à vous. Ou Saha Eidkom, Inch'Allah. Eh bien, on va continuer notre émission. On va surtout retrouver Maya Amarani à travers son reportage. Elle nous fait découvrir la nuit du destin à Oued Koreish. Organisé par l'association Joie des Cœurs et de l'APC de Oued Koreish, ainsi que la direction de l'établissement Agriculture Haroun Rachid, une soirée mémorable pour les enfants et les familles démunies. Avec le centre culturel Haroun Rachid, en l'occurrence Madame Chabha, que je tiens à remercier beaucoup, ainsi que l'association Joie des Cœurs, à leur tête, M. Riyad, qui ont fait un travail vraiment exceptionnel. Je tiens à les remercier beaucoup, surtout l'espoir, l'amal, les enfants bien sûr, les familles démunies. Une soirée animée par Yazid Naït Hamoud de Sanhat Bledi qui a contribué à habiller les enfants pour la circoncision et les filles de tenue traditionnelle. Aujourd'hui, c'est la circoncision des enfants. C'est en collaboration avec l'association Joie des Cœurs. Bien sûr, on est le centre culturel Haroun Rachid de Oued Koreish qui dépend de l'établissement Art et Culture de la Wilaya d'Alger. Donc, on a collaboré pour cet événement. Vous avez remarqué, Madame Maya, les filles. Maintenant, les filles de CEM, lycée, ils s'habillent en traditionnel et algérien. Ça m'a touché vraiment. On est là pour soutenir le traditionnel algérien. Pour exprimer leur choix, les enfants n'ont cessé de danser et de chanter durant toute la soirée.
suis invité par cette association, l'association Farhat El-Qloub, dans le cadre d'une émission que j'anime sur une autre chaîne de télé. Vous savez madame, il n'y a pas plus beau que de rendre le sourire à un orphelin. Il n'y a pas plus beau. Un enfant, vous savez, même s'il est normal, même s'il est toujours en manque d'affection, il est en manque soit de la maman, soit du papa, ça reste toujours un manque. Il n'y a pas plus beau que de lui rendre le sourire, il n'y a pas plus beau que de lui donner. Même le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit que مسح راس طفل يتيم صدقة. وما بالك ترجع له الضحكة هذيك. L'ambiance est au comble grâce à l'orchestre de musique Shahbi, du clown et de la conteuse qui, durant un moment, a su capter l'attention de tous les petits-enfants. Ce soir, c'est pour faire plaisir aux enfants. Parce que moi, la Casbah, c'est ma ville natale, c'est là où je suis née. J'ai pas grandi à la Casbah, mais je suis née là-bas. Toutes mes racines sont là-bas. Donc à chaque fois que je suis invitée à la Casbah, c'est avec un grand plaisir que... Surtout avec toutes ces petites jeunes filles, avec les tenues traditionnelles, on a l'impression de revoir nos grands-mères, nos grands-parents, avec tout. Ces jeunes, ils sont formidables. Une soirée, la nuit du destin, basée sur les prières, la générosité, la paix et le salut jusqu'à l'aube. Voilà, des soirées festives avec encore une fois la mobilisation de plusieurs associations qui rendent le sourire aux enfants. Et bien cette fois-ci, nous allons ouvrir la page santé avec la journée mondiale du don de sang. Avec nous, nos amis qui reviennent pratiquement chaque année pour nous parler plusieurs fois par an, en tout cas, pour parler de don de sang. Avec nous, Monsieur Harbi Kaddour, qu'on retrouve avec grand plaisir. Bonjour, Monsieur Harbi. Bonjour, merci de nous avoir invités. Là, vous êtes le président de la Fondation Fédération nationale des donneurs de sang plutôt, et vous êtes vous aussi un des plus anciens donneurs aussi. Oui, et membre de la Fédération mondiale aussi. Membre de la Fédération mondiale. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec le directeur de communication de l'Agence nationale de sang, Sofiane Kéri. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Vous êtes médecin également, et comme chaque année on se retrouve, on parle bien sûr de ce don de sang qui est aussi un lien, qui est aussi un geste de solidarité et d'entraide, n'est-ce pas? Tout à fait, un geste de solidarité par excellence. Par excellence. Surtout, nous sommes dans un mois qui tire à sa fin, mais un mois de partage et de solidarité. Et donc c'est vrai que l'Algérie aujourd'hui, à l'instar des autres pays du monde, célèbre la journée mondiale du donneur de sang, qui est sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé, et dont le slogan qui a été retenu cette année, c'est le « Soyez là pour les autres, donnez votre sang et partagez la vie ». Donc un signe de partage et de solidarité envers les patients, envers les malades qui ont besoin de ce liquide précieux. Voilà, et vous n'avez pas attendu cette journée pour commencer la collecte, vous l'avez fait comme chaque année durant le mois sacré de Ramadan, les soirées bien sûr de Tarawih. Les cliniques mobiles se sont donc déplacées sur tout le territoire national, n'est-ce pas Monsieur Harbi? Oui. Toutes les cliniques mobiles se sont déplacées sur le territoire national pour collecter du sang. Surtout à l'occasion du Ramadan. Premièrement, je remercie Canal Algérie de nous avoir offert ce plateau. Merci à vous. Et je profite aussi à la veille de l'Aïd el-Fitr de transmettre nos vœux au peuple algérien, sans oublier le peuple musulman. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, pendant ce Ramadan, il y a eu des collectes, surtout auprès des mosquées après Tarawih. Donc, il faut y aller cibler le donneur de sang, là où il est. Il ne faut pas attendre à ce qu'il vienne. Et disons que cette opération s'est déroulée dans le plus grand mois du monde. Donc, nous remercions encore une fois tous les fidèles qui ont répondu à notre appel et à l'appel aussi de l'Agence nationale du sang d'avoir donné ce... Alors, cette année a été plus importante pour dire que cette année, la journée mondiale du donneur de sang, non pas du donneur, don, du donneur de sang. Parce qu'il faut que le donneur de sang il soit inclus dans cette machin. Et cette journée, elle est sous le haut patronage de M. le ministre de la Santé et de la réforme hospitalière.
comme le slogan, comme le vient de dire le docteur, soyez là pour les autres, donnez votre sang, partagez la vie. La journée mondiale est l'occasion pour nous de prendre acte à cet événement qui favorise une prise de conscience à la place occupée par les actes réguliers et volontaires et non rémunérés. Nous voulons que nos donneurs de sang, ces héros, se sentent fiers d'appartenir à ce cercle de personnes hors du commun qui rendent un service sans égal à l'humanité. Voilà, exactement. Rendre un service à l'humanité, sauvent des vies et surtout ont ce bénéfice aussi. Ils ont un bilan aussi gratuit qui permet aussi de savoir, de voir leur état de santé. C'est-à-dire que le don du sang, c'est un acte de solidarité et c'est un acte de citoyenneté. Et le donneur de sang, tout en soulageant un malade, et n'oublions pas que nous avons aussi certaines pathologies qui touchent surtout les enfants, les hémophiles et les thalassémiques, où leur corps ne fabrique pas, ou leur pas assez de globules rouges, donc il faut les perfuser périodiquement. Constamment, voilà, exactement. Et nous avons aussi les opérés, les femmes sur les tables d'accouchement. Malheureusement aussi, nous avons les accidents de la route, toutes ces personnes-là, donc il faut quand même les secourir. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc le donneur de sang, il a plusieurs avantages. Premièrement, l'avantage divin d'avoir sauvé une vie humaine sans dissection ni de race, ni de frontières, ni de religion. Il bénéficie aussi de la carte de groupage et il bénéficie aussi d'un bilan sérologique gratuit. Parce qu'il y a certaines personnes peut-être qui sont porteuses d'une maladie et qui ignorent, et à travers le don du sang, ils découvrent leur maladie et ils se prennent en charge avant que la maladie ne se développe sur leur corps. Exactement. Alors on va parler justement de ces donneurs de sang et la forme de ces donneurs de sang, qui peut donner son sang. Alors l'âge, oui, pour encore une toute personne qui est en bonne santé, qui est âgée entre 18 et 65 ans, qui pèse plus de 50 kg, peut se présenter pour un acte de don de sang. Et de toute façon, il y aura toujours un médecin. Que ce soit au niveau des clinomobiles ou au niveau d'une structure de transfusion sanguine, qui va faire il y aura un questionnaire pour essayer un peu de voir le profil du donneur et un interrogatoire et une consultation. Et c'est un moyen, comme vous le dites, qui nous permet aussi de dépister beaucoup de pathologies qui ne sont pas notamment connues. Le diabète, beaucoup ne savent pas qu'ils sont diabétiques. L'hypertension aussi, l'hypertension artérielle. D'ailleurs, on prend la tension artérielle. Bien sûr, c'est obligatoire. Et si jamais la tension est trop faible ou trop élevée, bien sûr, on ne prend pas la tension. Il n'est pas apte, mais c'est déjà un premier signe d'alarme pour dire aux patients qu'il faut recontrôler ta tension artérielle parce qu'elle est augmentée, etc. Et donc, c'est un premier verrou pour la prévention et le dépistage des pathologies qui parfois passent inaperçues chez le donneur. Et donc, il y aura tout ça. Et suite à ça, le patient, s'il est apte et il répond aux critères, il passera pour le prélèvement. Voilà. Et encore une fois, on rappelle que chaque année, le donneur de sang peut donner plusieurs fois son sang. Combien la moyenne? Bien sûr, tout à fait. Nous sommes au jour d'aujourd'hui, et c'est vrai qu'inculquer la culture du don de sang dans notre société, qui est une société, on va dire, qui sont généreuses, sont très généreux. Et c'est pas des paroles en l'air parce que les chiffres sont là. Les chiffres. Cette année, par exemple, ce mois de Ramadan, vous avez enregistré? Pour le mois de Ramadan, il est toujours en cours, mais pour le mois de Ramadan passé, on était à plus de 43 000 poches. Nous avons fait durant toute l'année 2017 près de 600 000 poches de sang ont été collectées, ce qui représente une augmentation de 6,57% par rapport à l'année 2015. Sur l'indice de générosité, on est plus de 13 donneurs pour 1000 habitants, alors que l'OMS recommande pour les pays à moyen revenu comme l'Algérie une moyenne de 11,7, donc on dépasse carrément la moyenne. Donc c'est des paramètres qui sont très positifs et encourageants pour nos donneurs, mais ceci ne s'arrête, on ne doit pas s'arrêter à ces chiffres parce que nous devons approvisionner justement nos banques de sang de façon continue, de façon régulière, car le sang lui-même, c'est une matière vivante qui a une durée de vie. Il faut faire vite, bien sûr, pour pouvoir le conserver. Surtout que les poches de sang vont être traitées, le sang va être séparé. Il va être séparé, traité et conservé, mais il y a une durée de conservation. Pour les plaquettes, par exemple, ils ont une durée de vie de 5 jours uniquement. Donc, vous voyez qu'il faut approvisionner d'une manière régulière. Et donc, pour répondre à votre question, pour les hommes, on peut donner
jusqu'à 4 fois par an et pour les femmes jusqu'à 3 fois par an. Et il faut avoir un intervalle de 2 mois entre chaque don. Très bien, très bien. En tout cas, le mois de Ramadan a été favorable pour justement le don de sang. Vous avez dit aussi que les cliniques mobiles ont sillonné tout le territoire national. Donc vous avez des antennes un peu partout, les agences? Oui, c'était le fruit aussi de partenariat aussi entre l'Agence nationale du sang, le ministère de la Santé et le ministère des Affaires religieuses pour tracer tout un programme durant le mois de Ramadan. Donc il y a eu plus de 46 clinomobiles qui ont été mobilisés, qui sont mobilisés auprès des mosquées, donc après la prière de Tarawih, qui permet de faire la collecte avec la sensibilisation avec les imams pour les prêches avant la prière de l'Isha. Et donc l'élan de solidarité, l'élan de générosité des Algériens s'exprime à chaque fois par des queues au niveau des cliniques mobiles. Voilà. Parfait. En tout cas, bonne chance à vous. J'imagine que vous allez continuer, juste même après Ramadan, pour bien l'été. sûr, l'opération continue. Nous disons que le don du sang, il faudrait qu'il soit une culture dans l'esprit de tout un chacun. Oui. Et c'est la meilleure au monde qu'on puisse offrir bien sûr, aux individus. Le don du sang est un geste hautement humanitaire, bien plus un devoir de citoyenneté et une satisfaction morale d'avoir sauvé une vie. Je profite aussi à l'occasion de remercier M. le ministre de la Santé pour son aide. Remercier également Mme la directrice générale de l'Agence du sang aussi pour son aide. Voilà. Nous disons aussi que le don du sang doit concerner tous les ministères, tous les walis et toute la société civile. Surtout au niveau du ministère de l'Éducation, il faut inclure, surtout à l'élève, la culture du sang, au niveau des lycées, au niveau des écoles, au niveau des universités. Et il faut quand même penser à remplacer les donneurs de sang atteints par la limitage. Parce qu'il faut préparer qu'il y ait une relève, encore une fois. Bien sûr que la fédération aussi soit plus étoffée en don de sang aussi. En tout cas, nous lançons, profite de lancer un appel à toute la population âgée de 18 à 65 ans d'aller offrir une petite quantité de leur sang. C'est un 16e, c'est une goutte sur 16. Oui. C'est pas beaucoup. Hein. Exactement. Le sang donné, il est régénéré au bout de quelques heures. Et c'est très bon. Il y a certaines personnes qui sont craintifs de la piqûre, donc il n'y a aucun risque. Le matériel de prélèvement est un matériel stérile et à usage unique. Il est jeté par la suite. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de ce côté-là. Bien au contraire, tout est très bien organisé, très bien fait. Donc allez-y, donnez votre sang. C'est aussi la moindre des générosités. Merci beaucoup, M. Rabbi Kaddour. Des vœux peut-être pour l'Aïd? Des vœux à formuler pour l'Aïd? Oui, je profite à la veille de l'Aïd de transmettre nos vœux, et surtout le vœu de tous les donneurs de sang, sans oublier les malades, à tout le peuple algérien et au monde musulman. Voilà, c'est très bien. Et merci. En espérant se retrouver la prochaine fois sur ce lieu. Merci à vous, un dernier mot. Merci madame, oui, je profite pour cette double occasion qui est la fête de la journée mondiale et l'Eid el-Fitr pour exprimer tous nos vœux, d'abord de reconnaissance et de remerciement pour les donneurs de sang de façon générale et de Eid Mubarak à toute la communauté musulmane en général et la communauté algérienne en particulier. Et vous êtes très affairés aujourd'hui, une journée bien chargée. Donc vous avez un rendez-vous, là on va vous libérer justement. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur notre plateau et puis bonne chance à Haïdkom encore une fois. Et bien on va continuer notre émission, je vous invite à suivre ce reportage, retrouver Afef Belouchet puisqu'elle a retrouvé notre communauté algérienne établie à l'étranger, un jeune qui s'est intéressé à un site internet, la création d'un nouveau site, Wesh Ntaïbou. Regardez, on se retrouve juste après. Quel menu vais-je préparer ce soir? Pour les mamans expérimentées, la réponse semble précise. J'écris le menu. J'ai un petit carnet. Le lundi, ça sera ça. Le mardi, ça sera ça. Mais bon, la table, moi j'ai une grande table ronde que je remplis. لا نسقسي كل يوم واش نديرو اليوم واش نديرو كاين واحد يحب الكليف خيط واحد يحب لاصوب ولكن الجانب الفريق عندنا حنا القسنطينيه ديما. Une réponse de moins en moins évidente au quotidien. Si, toujours. On essaie d'y penser dès le matin, donc c'est un peu difficile. Mais bon, heureusement qu'Internet existe, donc ça nous donne des petites idées. D'accord, vous cherchez vos recettes sur Internet? Tout à fait.
En effet, Internet devient une source d'inspiration et les sites sont nombreux à proposer des recettes. Mais certains innovent, comme le site créé par Abdallah Al-Ghoufa.com et sa rubrique Wesh Ntayyib. Il suffit de renseigner les ingrédients qu'on a, d'utiliser le filtre, il y a un filtre, et puis de cliquer sur Wesh Ntayyib. Il va vous sortir les recettes avec le nombre, c'est-à-dire des gens qui l'ont testé, avec le temps de réussite. Partir de la liste d'ingrédients qu'on renseigne pour obtenir une multitude de propositions n'est pas la seule originalité de ce site, qui est fait sur mesure pour les Algériens dans toutes les wilayas du pays. Al-Ghoufa.com est le premier site algérien qui permet une visibilité des produits disponibles dans sa mairie, leurs prix et les comparer. Donc ce qu'on voit ici, on voit que quand on a alimenté notre liste au fur et à mesure, on peut voir ici le prix total, mais aussi le prix par commerçant. Et aussi, on pourra savoir est-ce que le produit est toujours dispo ou pas. Créé sur le modèle des réseaux sociaux, il réunit consommateurs et vendeurs dans un espace virtuel après inscription. Le consommateur peut faire une liste hebdomadaire ou mensuelle de ses besoins, localiser les vendeurs de sa mairie au meilleur prix. Il peut également ouvrir un compte de loin permettant aux membres de sa famille de récupérer les achats. Le commerçant, lui, peut bénéficier d'une publicité gratuite, d'afficher ses horaires et bien d'autres avantages. Pour le citoyen lambda, ça leur permet, c'est-à-dire de vraiment maîtriser les dépenses, mais aussi d'éviter aussi d'acheter les futilités, c'est-à-dire les achats inutiles, à travers, ça suit d'une part, mais aussi de traquer les dépenses. D'autre part, ça permet aux commerçants de vraiment maximiser leurs profits et minimiser leurs pertes, et de comprendre, de gérer ces commandes, et aussi de comprendre vraiment le besoin de ses clients. Ça permet aussi à l'autorité publique d'anticiper la pénurie d'un produit dans tel endroit, au moins comme ça pour équilibrer le marché et d'intervenir en temps réel. Al-Ghoufa.com offre également bien d'autres options permettant à chacun d'optimiser ses dépenses et de maîtriser son budget où qu'il soit sur le territoire national. C'était justement l'objectif de son créateur Abdallah, jeune immigré, programmateur, né à Ilizi, grandi à Adrar et étudié à Alger. Voilà, des talents et des innovations en tout cas qui serviront probablement. Eh bien, cette fois-ci, on va s'intéresser à un chercheur et surtout on a la chance de l'avoir sur notre plateau ce matin. Il vient passer les jours de l'Aïd, bien sûr, dans sa famille et on en profite nous aussi pour savoir ce qu'il fait et surtout ses passions, double passion. Abdelrahman Hadjouj qui est avec nous, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. C'est le mec Marhababi, qu'on est très heureux de vous recevoir, surtout que vous avez un parcours très très intéressant et vous êtes un chercheur dans le domaine de la neurosciences et surtout neurologie, neurotechnologie surtout. Voilà, c'est ça, oui, c'est on va dire tout ce qui a trait de près ou de loin au cerveau. Donc de manière assez générale, ce qui va concerner l'imagerie du cerveau, la modélisation du cerveau et on va dire la stimulation électrique des nerfs pour rétablir un petit peu des fonctions neuronales, des fonctions cérébrales que les patients auraient perdues. Voilà, et vous travaillez sur cela. Ça vous a permis aussi de travailler à travers différents laboratoires du monde, puisque vous avez fait votre formation en France. Oui. Oui, vous êtes parti à Stockholm, vous êtes parti en Suède justement, aux États-Unis, à Londres, un petit peu partout. Un petit peu partout pour les conférences et pour les congrès, mais ma recherche, je l'ai principalement fait aux États-Unis, à Johns Hopkins. Et au NIH. Voilà, c'est ça, pas très loin de Washington, et en partie en Suisse, et bien entendu en France aussi. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, avec les nouvelles façons de travailler, les nouvelles façons de collaborer dans la recherche, on peut avoir accès à des outils en ligne, à des outils de modélisation, et on peut travailler en fait sur des sujets en étant dans plusieurs endroits dans le monde. Bien sûr, des visioconférences aujourd'hui qui facilitent aussi la connexion entre chercheurs et qui permet de faire avancer la science et bien sûr la médecine. C'est ça. La médecine étant perpétuelle, donc c'est pour ça qu'on dit une science vivante, la perpétuelle donc connexion et recherche. Voilà, certains disent même un art. La médecine est un art et forcément un art doit se renouveler et doit toujours se réinventer et c'est le sens même de la médecine, être capable de répondre aux besoins d'aujourd'hui, mais aussi d'anticiper les questions de demain. Exactement. Alors vous travaillez sur plusieurs thématiques et surtout vous travaillez sur des pathologies qui touchent donc aux maladies du cerveau. Essayez donc de soulager les patients qui souffrent. Donc principalement essayer de comprendre déjà
d'une part la maladie, donc le diagnostic, l'imagerie, que ce soit de l'IRM, que ce soit du scanner, que ce soit des techniques un peu d'intelligence artificielle pour appliquer à l'imagerie. Ça, c'est, on va dire, la première partie, comprendre le diagnostic, et ensuite essayer de mettre en place des techniques, de penser des techniques qui vont soit faciliter le travail du médecin, du chirurgien ou du radiologue interventionnel par exemple, ou soit penser des techniques de modélisation pour faciliter la prise en charge du patient dans sa globalité. Voilà, vous avez travaillé au NIH bien sûr, et là où vous avez donc pas encore rencontré Monsieur Zerrouni, qui lui était un des doyens, un des directeurs de ce beau centre qui permet aussi à des chercheurs du monde entier de venir y travailler pour faire avancer la recherche. Voilà, c'est ça, oui, il était donc le chef de service en fait, le grand patron de l'imagerie à Johns Hopkins justement, et c'est lui qui a mis en place un peu toutes ces méthodes de recherche collaborative, et faire même sortir le laboratoire dans la ville et en dehors, et faire collaborer des disciplines très différentes pour répondre à un problème en particulier. Donc en fait, je bénéficie un petit peu de ce que lui a mis en place il y a déjà bien longtemps, lui qui a aussi bénéficié de cette chance aussi d'aller continuer et faire avancer la médecine aux États-Unis et notamment dans le monde entier, et il a aussi développé sa propre innovation dans la recherche. Oui, il a été très il a été très avant-gardiste sur beaucoup de sujets, et puis ensuite il a géré le NIH. Vous avez fait partie justement de ce département d'ingénierie, c'est ça? Oui, c'est ça. Et recherche scientifique également. Donc c'est un département qui est intéressant parce qu'il met en lien justement des ingénieurs avec des médecins pour pouvoir apporter des innovations techniques et technologiques directement au contact du patient et directement au service de la pathologie. Voilà, c'est extraordinaire, l'avancée encore une fois de la médecine. Il y a cette revue aussi médicale qui sort chaque année aussi, qui permet aussi aux scientifiques de voir l'avancée bien sûr de la médecine. Effectivement, il y a plusieurs revues scientifiques qui permettent de suivre un petit peu l'activité scientifique. Il y en a qui sortent tous les mois, toutes les semaines, et il y a des revues qui font un peu le point annuel de ce qui s'est passé. Effectivement, c'est des documents qui sont toujours très intéressants à lire. Alors, vous êtes passionné de médecine, on le voit, on le sent, on le respire, mais bon, vous êtes aussi passionné d'audiovisuel, et vous l'avez donc développé il y a pratiquement 2 ans, 3 ans. Vous avez créé cette association, vous êtes le président de l'association Createam Factory, c'est cela? C'est ça. Et vous êtes donc le président. Oui, vous êtes le président de cette association avec un groupe, donc aussi membre de cette association. Vous êtes entouré aussi de professionnels dans l'audiovisuel. Voilà, c'est ça. En fait, c'est une association qui a vocation à essayer, j'ai envie de dire, de rendre accessible des sujets d'intérêt, que ce soit des sujets, des thématiques sociétales ou des thématiques culturelles et scientifiques, essayer de la rendre accessible au grand public. Donc l'une des façons, l'un des moyens qu'on a pour le faire, c'est de faire de l'audiovisuel. L'image a un impact formidable. Bien et sûr. Vous avez donc trouvé ce lien entre faire passer le message et transmettre le message à travers l'image. Voilà, exactement. Donc que ce soit un projet qui va être un projet scientifique d'éducation scientifique à destiner des jeunes, ou que ce soit un documentaire qui va parler d'un fait de société beaucoup plus important, ça sera toujours une, comment dirais-je, une opportunité. On va toujours essayer de trouver une façon innovante d'apporter le message et de le rendre accessible et de le rendre compréhensible, en tout cas par le grand nombre. D'accord. Vous êtes en train de nous parler, nous on est en train de voir aussi des images qui nous permettent aussi de voir un petit peu ce que vous faites sur le terrain. Vous avez eu des prix, vous avez aussi diffusé vos documentaires à travers des festivals, comme celle-ci par exemple. Ça, c'était un festival en Russie. Donc, c'était il y a 2 ans. On a reçu le prix du meilleur court-métrage documentaire dans la catégorie court-métrage documentaire pour Californian Muslims, qui était le premier documentaire que nous avions fait. Et puis, on a pu aussi voir l'équipe qui est avec nous, donc de la Createam Factory, qui est toujours présente et qui est toujours motivée pour mettre en place ces projets. Et comme je le disais, on a différentes façons de travailler, mais l'une des idées qu'on essaye de vraiment faire vivre, c'est le côté ludique. On va essayer d'apporter la culture par le jeu.
On va essayer d'apporter la culture par l'image aussi, on l'a dit. Mais le jeu, ça a été notamment le sujet d'un grand quiz, d'un grand jeu qu'on a organisé en France, qui s'appelle Gene Factor, et qui a été l'occasion de réunir des milliers de personnes dans une salle pour parler de culture et pour parler de science. C'est extraordinaire. Donc vous êtes aussi cette jonction entre aussi les communautés, puisque vous êtes là pour essayer de faire avancer les choses, surtout dans la communication, la compréhension des cultures des uns et des autres. Voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis là aussi, c'est pour essayer de, comment dirais-je, de favoriser le lien qui aujourd'hui, je pense, encore a été fragilisé par les derniers événements aussi et phénomènes donc, à travers le monde. Hein. Voilà, c'est ça. Donc je pense que l'engagement culturel, l'engagement associatif et même l'engagement scientifique, il a vraiment ce rôle de cohésion sociale. Déjà au sein d'un territoire, que ce soit un territoire national, que ce soit un continent comme l'Europe, que ce soit même entre deux continents. Quand on fait des projets aux États-Unis ou au Canada, on sait que ça a un impact aussi en Europe. Mais aussi un lien entre les deux rives de la Méditerranée, par exemple. Parce que le fait de venir diffuser, promouvoir, organiser un événement culturel ici qui a été réalisé par des Algériens en France ou dans d'autres régions du monde, je pense qu'aujourd'hui c'est nécessaire de le faire et je pense que ça peut vraiment permettre de changer les choses et vraiment je pense d'aller vers quelque chose de positif et quelque chose de mieux et de pouvoir faire profiter les uns et les autres des compétences de chacun. Bien sûr. Des compétences en changer Algérie. les visions aussi, le regard des autres surtout. Alors il y a eu des exemples comme ça de réussite, comme on appelle ça aujourd'hui les success stories de certains donc peut-être musulmans à travers le monde. Par exemple, Elias Zerouni, ça a été aussi un exemple aussi de réussite qui a été aussi copié, qui a été donc vous en faites partie. Vous êtes aussi sur les traces de Elias Zerouni, Inch'Allah, pourquoi pas. Inch'Allah, pourquoi pas. D'autres exemples dans le football, par exemple. Zidane a été aussi une icône pour tous les amoureux du football. Je pense que de manière générale, que ce soit dans le domaine sportif, que ce soit dans le domaine culturel, que ce soit dans un domaine même qui n'a rien à voir avec un travail intellectuel, mais que ce soit un travail manuel, artisanal, si on est passionné, il faut être passionné, il faut chercher à exceller dans le domaine. C'est clair. Et je pense que dès lors qu'on a cette volonté de vouloir exceller, cette volonté de vouloir bien faire, et ben ça se transmet en fait autour. Et c'est comme ça qu'on motive les gens et c'est comme ça qu'on essaye d'aller vers ce ihsan et d'aller vers en tout cas du mieux dans la société et du mieux pour tous les gens qui sont autour de nous. Alors vous avez été aux États-Unis, vous avez justement été surpris par cette intégration et surtout ce regard vers la communauté musulmane justement. C'est ça. Donc en fait c'est un peu comme ça qu'est née l'association et le projet audiovisuel aussi. C'était de se dire mais en fait on est dans un pays qui est censé être plus ou moins équivalent à ce qu'on peut voir dans des sociétés européennes. Et surtout ce qu'on voit dans les médias. C'est-à-dire le politique a pris le dessus sur certaines choses, mais en fait la population est différente. Et en fait on se rend compte que sur place, ça n'a rien à voir que en fait il y a des musulmans qui construisent des hôpitaux, qui travaillent à la Silicon Valley, chez Google, chez Yahoo, chez Microsoft, qui sont extrêmement impliqués, extrêmement productifs et utiles pour la société, et surtout qui peuvent vivre leur foi pleinement. Donc cette notion de laïcité, par exemple, c'est quelque chose qui est appréhendé de manière complètement différente. Et l'idée de faire un documentaire engagé, c'est de dire, bah, écoutez, Californian Muslims, bah, quand on pense à la Californie, on ne pense pas forcément à sa communauté musulmane, et pourtant, ils font des grandes choses. Et bah, regardez ce qu'ils font, et dites-vous que c'est peut-être aussi intéressant de s'en inspirer et surtout que c'est possible. Et c'est vrai que les Américains disent « everything is possible ». Et l'idée, c'est de transmettre justement cette vision pour dire bah, « écoutez, nous aussi on peut le faire et faisons-le ». Voilà. Vous avez fait un documentaire qui a pris donc, beaucoup de temps, 52 minutes, sur justement les événements qui ont marqué aussi le Canada à travers cet acte terroriste. Oui, alors ça c'était l'année dernière, malheureusement un acte terroriste qui a été la tuerie de la mosquée de Québec, qui a eu un grand impact médiatique ici en Algérie, parce qu'il y avait aussi des compatriotes algériens qui sont décédés. Ce documentaire-là, c'est encore une forme d'engagement. On est parti 4 mois après les événements pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et le monde entier a été surpris de voir qu'au Canada, on ne s'attend pas à ce que quelque chose comme ça arrive au Canada et au Québec, qui est l'une des villes les plus paisibles et les plus sécuritaires du Canada. Et donc, on est parti pour comprendre, d'une part, et pour transmettre le message des gens
des familles des victimes qui avaient aussi un message à transmettre par rapport à ces événements et qu'on n'a pas forcément entendu dans les médias et qu'on a très peu entendu aussi en France. Et nous, on a voulu un peu rétablir cet équilibre en y allant, en donnant la parole aux victimes, en les écoutant et faire en sorte premièrement, que l'on n'oublie pas ce qui s'est passé et deuxièmement, qu'on ne se trompe pas, que la réalité... Voilà, pour essayer d'empêcher que ce genre d'actes se produisent et d'ailleurs ça pourrait se produire aujourd'hui malheureusement n'importe où, ça pourrait se produire en Europe, en Amérique du Nord, dans d'autres pays. Et l'idée c'est de se dire, écoutez, regardons ce qui s'est passé, essayons d'en tirer des conclusions et essayons d'agir avec beaucoup de sagesse pour que ce type de choses ne se reproduisent pas. Exactement. Et ce qu'on souhaiterait c'est vraiment le diffuser au maximum. On a commencé donc une série de diffusions dans différents festivals à travers le monde. Et bien entendu, on pense à l'Algérie, voilà, c'est ça. Et d'une part parce que ça a beaucoup marqué la population algérienne, parce qu'on sait que la communauté algérienne au Canada est très forte. Et parce que c'est un espace naturel aussi pour nous en tant que réalisateurs algériens de venir s'exprimer ici en Algérie. Voilà, vous êtes sur la toile aussi, à travers vos documentaires, vous diffusez aussi? On diffuse sur la toile, on aime beaucoup la diffusion de terrain parce que c'est vraiment l'endroit où on peut vraiment interagir. L'interaction sur la toile est très intéressante. Et bien sûr ouvrir le débat aussi. Exactement. Et en général, on met toujours nos produits audiovisuels à disposition 1 an ou 1 an et demi après qu'on ait fait les tournées. D'accord. Donc on veut vraiment le rendre donc le tout dernier, c'est ta dernière marche dans la mosquée, c'est ça? Voilà, ta dernière marche dans la mosquée pour le titre 52 minutes. Français. C'est un long métrage documentaire 52 minutes qui aujourd'hui va être diffusé dans plusieurs festivals à travers le monde. Et j'espère que vous allez avoir des prix, Inch'Allah. Inch'Allah, on espère surtout que le message des victimes et le message aussi que laissent à titre posthume les gens qui ont péri soient entendus et soient diffusés au maximum. Inch'Allah. En tout cas, bravo à vous, bonne chance pour ce que vous faites au sein donc, de l'association Creating Factory, n'est-ce pas, dans le domaine de l'audiovisuel, mais pas que, puisque vous êtes aussi chercheur en neurotechnologie et chercheur pour, bien sûr, améliorer les conditions des patients du monde entier qui ont des problèmes au niveau du cerveau. C'est ça. D'ailleurs, j'en profite pour passer un grand bonjour à toute l'équipe. Allez-y. À toute l'équipe, à Achir, Shaoul, Adja, Fazila, Mouad aussi, Mohamed, tous ceux que j'oublie aussi, parce qu'ils font un grand travail et ils ont toujours été là, ils ont toujours été présents. Et j'en profite aussi pour passer un Eid Moubarak parce que... Allez-y, bien sûr. Alors, on va dire que ça va peut-être se passer demain. Peut-être. Il y a de fortes chances, en tout cas, comme on l'a entendu. Donc, Eid Moubarak à ma famille, à ma mère qui est en France, et à mon père qui est venu ici en Algérie pour passer les Eid ici en Algérie, et à toute la communauté française et la communauté algérienne. Eid Moubarak, ça aide. Inch'Allah. Alors, avec un seul iftar ici en Algérie. J'ai la chance de faire le dernier iftar en Algérie, donc je veux bien en profiter. Le meilleur, on va dire. Le meilleur pour la fin. Peut-être le dernier, peut-être ça sera l'avant-dernier, on ne sait pas, on verra ce soir. Inch'Allah. En tout cas, merci d'être venu. Bon courage pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vrai qu'on aura l'occasion peut-être de présenter un de vos documentaires ici à Canal Algérie pour une des premières, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Et puis il y a d'autres projets qui arrivent aussi et on aura peut-être l'occasion d'en discuter. Inch'Allah. En tout cas, bonne chance à vous. Je rappelle, Abdelrahman Hadjouj, vous êtes membre président de l'association Creating Factory. Vous êtes aussi chercheur en neurotechnologie. Vous évoluez un petit peu partout en France, dans les pays nordiques et surtout aux États-Unis, en Amérique du Nord. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Voilà, on continue notre émission. On va retrouver notre artiste en fin d'émission. De retour sur le plateau, on a la chance et le plaisir de recevoir aussi un artiste. Je l'ai annoncé en tout début d'émission. Dans le sommaire, on a le plaisir d'avoir parmi nous Mourad Soumam. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors vous êtes artiste depuis bien longtemps. Ça s'est transmis de passion en passion à travers la musique, le jazz. C'est cela, c'est les musiques étrangères et bien sûr la musique kabyle. Oui, bien sûr. En fait, quand on était vraiment jeune, on écoutait beaucoup plus la musique occidentale. Occidentale, oui. Donc du blues, du rock, du jazz, Dire Straits et ainsi de suite. Et puis on avait cette écoute à l'algérienne qu'on écoutait beaucoup du chabi, du kabyle, du chaoui aussi. Et puis
Personnellement, j'aime tous les styles, donc j'ai pas... Tous les styles, et c'est ça qui forge, qui va vous donner en tout cas envie d'avoir une belle composition. Alors vous vous êtes rapproché un petit peu des artistes, vous êtes aussi nostalgique aussi de la musique ancienne, algérienne, et notamment en kabyle? Oui, bien sûr. Matoub Lounes, el Hasnaoui, l'Anqa. On va vous donner votre guitare, vous allez la prendre. Vous allez l'accorder. Merci. Voilà. On va l'accorder dans un moment. Surpris. On prépare tout, on essaye en tout cas. Qu'est-ce que serait un artiste sans sa guitare ou son instrument de musique, n'est-ce pas? C'est un instrument qui vous accompagne régulièrement, partout? Pas partout, mais... Non, quand il y a des tournées, des concerts, bien sûr. Voilà, bien sûr. Je dis bien partout. Quand il y a des tournées, de spectacles, bien sûr, je dois être accompagné. Alors, vous êtes originaire de Bdjaïa? Exactement, en fait, mon village, il s'appelle... je suis entre Aqvo et Arzam. Bon, c'est vrai, il est de Bdjaïa. Mon village, c'est Thalet Selent, l'Aziv. Voilà. Mais en ce moment, vous êtes ce qu'on appelle l'émigré et vous vivez en France, à Paris notamment. Vous êtes fonctionnaire. Depuis 15 ans quand même. Depuis quand même 15 ans. Et la musique ne vous a jamais quitté? Si, en fait, j'ai arrêté à un certain moment. Donc, 2000, j'ai arrêté exactement 2004, exactement. J'ai repris en 2014. Ça va 10 ans. Voilà. Ça, et donc, vous faites toujours des tournées, des concerts? Franchement, oui. Donc, pour cette année, on a fait quelques spectacles. J'ai travaillé avec Malika Domran. Donc, après, il y a des décalages de dates. Le 22 juin, on sera à Paris pour l'hommage à Matoub. Matoub Lounes, Allah yarhamou. Après, moi, je serai dans le nord, à Waterloo, à Roubaix. Et Malika, sa date, elle sera à New York. Aux États-Unis, oui. À New York, aux États-Unis. Et le 7, on sera ensemble pour l'hommage à Matoub, toujours le 7 juillet en Allemagne. En Allemagne. Voilà, vous bougez beaucoup, vous bougez pas mal, retrouvez notre communauté là où elle est, là où, bien sûr, la musique les attire. Vous allez présenter votre tout dernier album, d'ailleurs, vous nous l'avez ramené. On va écouter un extrait, d'ailleurs. Le tout dernier qui a donc 10 titres. Ouais. On l'a vu. En fait, cet album qui vient de sortir, ça va faire quand même un mois et demi, chez Mélodie Plus. Oui. Donc, cet album, il a eu 2 étapes, en fait. Donc, 6 titres qui étaient enregistrés chez Bazou, que je salue, Bougie, Ville. Et les 4 titres qui restaient dans l'album, on les a enregistrés à Akbou, avec le groupe liant en fait il y avait Hamid Babouri, Brahim, Yazid Oudan, Kamel Mjahed, Lami Mjahed, toute l'équipe. Donc, vous rendez hommage à tout cet orchestre? Oui, bien sûr, parce que c'est des amis de longue date. Et puis, ils m'ont donné un coup de main. Bien sûr. Je suis très reconnaissant. Bien sûr. Alors, c'est une date importante, l'hommage de Matoub. C'est 20 ans depuis sa disparition. Donc, c'est un artiste qui vous a marqué à travers ses textes, sa musique. Qui n'aime pas Matoub Lounes, soit en tant qu'artiste, soit humain, soit poète. Matoub, c'est Matoub. Je pense que tous les Algériens adorent Matoub Lounes. Donc cette année, c'est exceptionnel qu'il y aura beaucoup de dates, je pense, pour l'hommage à Lounes, parce que c'est la 20e année de son assassinat. Et c'est quelque chose de bien, voilà. Allah yarhamou, exactement. Et bien, nous, on va écouter Mourad ce matin à travers peut-être son jeu de guitare, peut-être un extrait, avant d'écouter un extrait musical. Allez-y. Vous allez choisir quoi? Une chanson, Yimma. Un très beau message à toutes les mamans. تنايد يما تعطر وهما وزران ذميكان ينيد ما داسل بغي غاتسلغي الصوفي وهمي يماك تمغار تسوي ضد وفيريكان
وهمي يمك تمغرف تسوي ضد نوفيكا اسدو ما ذقواس العيد عطا سايور مغفرة أضفق وخمن جديد إلا أنا الريف وزغار ودما كانت تدو تسليت تدو ضيدة العرب هانيك تدرت خواليك ولا جرديك هذي حضارة يما 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 ينو يما 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 ينو إلى عواشر جانا ساعة. Avec Saha, belle voix, belle mélodie, et on retrouve bien sûr cette chanson et ce titre-là dans cet album, dernier album. Oui, c'est je pense que c'est le 6e titre. Septième titre. Pardon, oui. C'est une chanson que j'ai dédiée à toutes les mamans, bien sûr. Donc, elle parlait de quelqu'un qui a mis du temps à l'étranger pour venir dans son pays natal, et puis voilà. Voilà, un bel hommage que vous rendez aux mamans. Merci. Voilà. Et bien d'autres titres. Alors, c'est quoi le travail donc, de Mourad? C'est toujours les questions sociales, la culture? Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, parce que, en fait, comme la première chanson, Kahwa Dogaro, donc, elle parlait des gens qui souhaitent, bien sûr, qui n'ont rien à faire, qui ne trouvent pas de boulot, qui ont fait des études supérieures et qui sont tout le temps dans les cafés. Donc, leur souhait, c'est de partir à l'étranger. Et puis, voilà, elle parlait de cette souffrance. Qui a fait ses études, et qui se cherchait déjà et il cherche à partir quelque part. Trouver une solution. Il cherche son destin, comment dire. Son destin. Voilà. Alors, beaucoup de titres, Yima, il y a aussi Asmaken, c'est ça? Oui, Asmaken, c'est une chanson d'amour, comment dire, en kabyle. C'est comme toutes les chansons d'amour. On va l'écouter peut-être, allez-y. Oui, allez-y. J'ai un petit souci sur ma guitare. Donc, elle est mal accordée? Exactement. Donc on a un petit souci, nous, avec votre CD, par contre. On n'a pas pu l'écouter. Dommage. Je vous ai donné un deuxième. Là. Oui, on a écouté les 3. Malheureusement, il ne passe pas. On va écouter. Ah bon, les 3 CD ne passent pas? Ah bon. On va peut-être écouter quand même avec la guitare. D'accord. On va forcer les choses. Malheureusement, aujourd'hui, on va vous demander exceptionnellement de jouer de votre guitare. القهوة بفوسي يطيش مسل دي شريق هذي يبذو والسي عفثايت سفرة في علاق وقعد غلاصي هذا فغر مسل ثفاف أكيد نظرومي فادني وعيان ويسند الشتا تيواث أسقال زمكان ماذا نكون نشبد نكرف أكيد ويسات حنان ماذا نكون نشبد نكرف أكيد pour l'Aïd. En tout cas, on est ravis de vous avoir reçu ce matin. Marhaba bik. En tout cas, à chaque fois. Vos vœux pour l'Aïd, allez-y rapidement. Bon, Sahal Aïd Nouan, bon fête de l'Aïd à tous les Algériens. Et merci encore une fois pour l'invitation. Merci à vous, Mourad Soumem. On vous souhaite bonne chance et puis retrouvez donc vos fans.